Bon, donc nous sommes réunis ce matin pour parler de deux avis qu'a rendu le CESE et via Marie-Hélène, donc éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030 et les personnes vivant dans la rue, l'urgence d'agir et très obligeamment, le CESE nous a laissé les rapports là que vous pourrez prendre, soit le rapport, soit la synthèse, si vous voulez en savoir plus après cette matinale. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement Marie-Hélène qui a fait en fait toute sa carrière dans la communication, dans les relations extérieures, dans le développement durable, l'éthique et dans des entreprises et des groupes aussi différents que l'AP-HP Hôpitaux de Paris, le Crédit du Nord, les AGF, L'Oréal, l'Agence nationale pour l'emploi et Auchan. Mais Marie-Hélène, ce n'est pas seulement cette carrière dans la communication et le développement durable, c'est aussi l'implication dans des fondations, donc deux fondations, la Fondation Auchan pour la jeunesse et la Fondation Wave of Future, qui est donc Tissons notre futur, qui est une fondation pour améliorer les conditions de vie des ouvriers et des ouvrières qui sont dans les pays lointains, dans l'industrie textile essentiellement. Et aujourd'hui, Marie-Hélène est là parce qu'elle est également au CESE et elle siège dans la section agriculture, pêche et alimentation. Elle représente le groupe des entreprises et donc elle va nous parler aujourd'hui de ces deux avis. Je te laisse la parole. Merci Pascal. Vous vous demandez peut-être pourquoi travaillant dans la section agriculture, pêche, alimentation, je viens vous parler de pauvreté. Ça mérite peut-être quelques explications sur la façon dont fonctionne le Conseil économique, social et environnemental. Avant l'été, on a eu le plaisir ici d'accueillir Patrick Bernasconi, notre président. Certains d'entre vous étaient probablement là. Le CESE, ce sont, pour faire très simple, 233 conseillères et conseillers avec la parité, ce qui change beaucoup, je trouve, dans une assemblée. Nous sommes autant de femmes que d'hommes. Nous venons d'horizons très différents. En fait, nous sommes la société civile. Et donc, nous représentons les organisations syndicales, patronales, mais aussi les agriculteurs, les jeunes, les familles, les professions libérales, les commerçants, la mutualité ou la coopération. Et j'en oublie sûrement, puisque nous sommes 18 groupes et nous nous répartissons dans 9 sections que nous ne choisissons pas toujours, puisque nous devons nous répartir. Donc, évidemment, tout le monde veut aller dans les mêmes sections. Donc, moi, je me suis retrouvée, ce n'était pas forcément mon premier choix, dans la section agriculture, pêche, alimentation, pour laquelle je ne me sentais pas des compétences absolument visibles. Comment nous travaillons? Nous nous saisissons des sujets, donc soit notre section dans laquelle nous travaillons décide de travailler. Par exemple, dans ma section actuellement, on travaille sur le bien-être animal et l'installation en agriculture, mais les sujets sont extrêmement variés. Et donc, soit nous nous saisissons des sujets, soit le gouvernement nous demande de travailler sur un sujet, soit nous sommes avisés par le fait qu'il y a un grand nombre de pétitions et nous nous saisissons de sujets des pétitions pour y travailler. C'est une façon de faire vivre la démocratie. Et sur ce sujet de la grande pauvreté, le CESE a des antécédents. Peut-être que certains d'entre vous qui agissaient, parce que je crois que certains d'entre vous agissent dans des associations, connaissaient le père Wresinski, Joseph Wresinski, qui a fondé ATD Quart Monde. Et donc, un des grands avis du CESE a été, en 87, celui de Joseph Wresinski sur la grande pauvreté, et suivi de celui de Madame Antonius de Gaulle, qui donc ont été à l'origine finalement de la création du RMI et d'un certain nombre de grandes avancées. Donc parfois on dit que le CESE ne sert pas à tout, nous ne servons pas à tout, mais nous avons des grandes victoires à notre actif. Et celle-là en est une, et donc nous sommes une sorte d'avis de suite de ces avis, donc la pression était un peu grande. Le CESE s'est dit, c'est pas la section des affaires sociales qui va travailler sur ce sujet, puisque ce sujet de la grande pauvreté est multidimensionnel, le logement, l'éducation, la santé, l'alimentation, la culture. Et donc, comme on le fait de temps en temps, j'ai par exemple participé à la commission temporaire sur les déserts médicaux et sur une autre sur les grands principes de la fonction publique, eh bien nous avons créé une commission temporaire. Et je me suis proposé comme rapporteur, et donc nous avons été 2 rapporteurs. Stéphane Junique, qui est président de la mutualité, président d'une mutuelle, Harmonie,
et sous la présidence d'une syndicaliste, UNSA, Martine Vigneault, qui est une spécialiste du social, ce qui, pour des non-spécialistes comme moi, était relativement rassurant, puisque quand on commence à travailler sur un sujet comme celui-là, on n'a pas l'expertise, ce qui nous permet de poser peut-être les bonnes questions que plus personne ne se pose dans le social, et en même temps, ça nous demande un travail assez considérable, surtout quand on approche des sujets aussi larges, je dois dire. Donc voilà, c'est une façon aussi de vous dire que je ne suis pas une spécialiste du social, et donc on n'a pas réponse à tout. On a regardé du mieux que l'on pouvait ces deux sujets. Alors pourquoi deux sujets? Puisque normalement on fait un avis. Il s'est trouvé que quand on a commencé à travailler sur la grande pauvreté il y a un peu plus d'un an, on a vu des pétitions monter, et donc le bureau du CESE nous a dit, écoutez, il y a presque 800 000 pétitionnaires sur plusieurs pétitions, il y en avait 5, qui nous demandent, qui alertent l'opinion publique, qui alertent cette opinion sur le sort et la vie des personnes qui vivent dans la rue, en particulier par exemple les femmes, sur des sujets de sécurité, etc. Ou sur les mobiliers anti-SDF, par exemple. Donc, on a réuni toutes ces pétitions et on s'est dit, bon, il faut qu'on commence par travailler sur ce sujet des personnes qui vivent dans la rue. Et donc, nous avons décalé nos travaux sur la grande pauvreté. Donc, nous avons fait, ce qui est assez rare quand même et assez lourd, un premier avis sur les personnes vivant dans la rue, puis un rapport sur la grande pauvreté, puis un avis à partir du rapport que nous avons fait. Donc, nous avons travaillé 1 an sur ce sujet-là. Notre commission temporaire, pour que vous ayez un peu une idée, elle était composée alors théoriquement une trentaine de personnes, mais tous les groupes ne peuvent pas se venir, puisque certains viennent de loin. Nous avions des vrais piliers qui étaient par exemple la représentante d'ATD Quart Monde, la CGT, la CFDT, les associations qui étaient très présentes, les entreprises qui étaient également présentes, l'artisanat aussi, les jeunes, le groupe des jeunes. Bref, nous avons pu nous appuyer sur un petit groupe de conseillers qui ont été extrêmement engagés pendant cette année de travail. Alors, quand on commence à travailler sur ce sujet des personnes dans la rue, il faut être modeste. On se dit, mon Dieu, il y a des tas de gens extrêmement savants et extrêmement calés en social qui se sont certainement qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Donc, on commence par écouter les personnes. On est allé dans des centres d'hébergement. On est allé voir dans les CESER, donc les conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux, ceux qui avaient travaillé, il y en avait un en Bourgogne et un dans le Nord, qui avaient travaillé sur l'illettrisme, sur l'accès aux soins, sur la pauvreté dans les milieux ruraux. Parce qu'on ne voulait pas non plus, le risque c'est d'être un peu trop parisien parfois. Donc on a essayé au maximum d'entendre des travailleurs sociaux aussi, d'entendre des associations qui sont au plus près de ces personnes. Donc on a fait un peu le CESE hors les murs, comme on dit, pour essayer de comprendre ces problématiques, et on a entendu des paroles extrêmement fortes qui, je dois dire, nous ont alertés sur des sujets sur lesquels on n'avait pas toujours conscience du problème. Donc, après, une fois qu'on avait fait ce tour de piste, entre guillemets, on s'est dit, bon, sur les personnes vivant dans la rue, et je pense que vous êtes comme moi, on a tous le sentiment qu'il est urgent d'agir. Sur la grande pauvreté, qui est un problème de fond et qui n'est pas l'apanage de notre seul pays, malheureusement, il faut qu'on prenne de la distance. Donc on a pris 2 temporalités pour ces 2 avis. Le premier, comme Pascal vous l'a dit tout à l'heure, il est urgent d'agir sur les personnes vivant dans la rue. Et sur ce problème de la grande pauvreté, sur lequel il est très très compliqué d'agir aussi, mais sur une population beaucoup plus large, je vais vous donner quelques chiffres, eh bien, il faut qu'on parte des objectifs du développement durable de l'ONU et qu'on se dise comment la France peut-elle être au rendez-vous de son engagement vis-à-vis de l'ONU, qui est d'éradiquer, puisque nous nous sommes engagés à cela, éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030. Donc, peut-être pour vous dresser un peu le tableau, de qui parlons-nous quand on parle de grande pauvreté? En France aujourd'hui, à peu près 9 millions de personnes sont dans la pauvreté. Comment les définit-on? Alors, je reviendrai un peu après. Dans les statistiques, ce sont les personnes qui vivent avec soit 60% du revenu médian, soit moins de 60%, c'est-à-dire 1026 €. Donc, il y a aujourd'hui dans notre pays 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 €, on va faire simple. Parmi ces 9, il y en a 5 qui sont dans la grande pauvreté.
c'est-à-dire qui vivent à peu près avec moins de 50% du revenu médian. Là, on est dans la grande pauvreté. Et si on descend encore plus bas, puisque certaines statistiques nous les donnent, on arrive à 40% du revenu médian. Et là, d'après les spécialistes, on est vraiment dans une extrême pauvreté dont il est très, très difficile de sortir. Et là, ce sont des personnes qui vivent avec moins de 684 €. Et il y a quand même à peu près 2 millions de personnes qui vivent dans cette situation. Si on réduit encore l'entonnoir, on arrive aux personnes qui sont sans domicile. Et là, le dernier recensement date de 2012 de l'INSEE. C'est d'ailleurs un problème. On ne sait pas compter ces personnes, par définition, puisqu'elles n'ont pas de domicile. C'est compliqué. Donc, ce sont des enquêtes qui coûtent cher, qui normalement étaient renouvelées tous les 6 ans et qui n'ont pas encore été. Vous avez peut-être vu qu'il y a d'autres manières de compter. On fait des comptages dans les villes en allant à la rencontre des personnes. Donc, aujourd'hui, le dernier recensement nous donnait 143 000 personnes vivant dans la rue. Les associations estiment qu'on serait plutôt à 200 000. Voilà. Ça n'est pas une science exacte. Donc, voilà, on a ces chiffres et on se dit, on est dans un pays extrêmement civilisé, extrêmement riche. C'est énorme encore, 14%. Mais il faut avoir conscience que si nous n'avions pas notre système de redistribution, ce sont 22% des personnes en France qui vivraient dans la pauvreté. Donc, ça serait beaucoup plus. Donc, notre système social qu'on a critiqué dans notre avis et dans notre rapport, il a quand même, je dirais, un grand mérite. Je vous le dirai tout à l'heure, il est très complexe, il est coûteux, mais il a fonctionné. En particulier, quand on a vécu ces grandes crises récentes, on a vu dans d'autres pays une montée dramatique de la pauvreté, alors que chez nous, la pauvreté a augmenté genre de 1 point ou 1,5 point. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport à beaucoup d'autres pays. En Europe, on estime qu'avec les Pays-Bas, nous sommes le pays qui a, je dirais, le meilleur, enfin le moins mauvais niveau de pauvreté. Les éléments de comment est-ce qu'on explique la grande pauvreté? Quels sont les déterminants de la grande pauvreté? Louis Gallois, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est président de la FAS, nous a donné dans son audition quelques éléments. Il nous a dit que la première source de pauvreté, la première raison, c'est la transmission intergénérationnelle. Les enfants pauvres ont beaucoup plus de chances que les autres de rester pauvres. Ça semble évident, mais c'est vraiment la première cause. C'est le déterminisme social. La deuxième cause, c'est le chômage de longue durée. La troisième, les ruptures familiales, qui expliquent beaucoup de situations de rue. Les personnes dans la rue sont souvent des personnes qui étaient déjà fragiles, mais qui ont vécu en plus des ruptures, puisque contrairement à l'opinion parfois répandue, tout le monde n'est pas menacé de se retrouver dans la rue. Il y a parfois cette croyance des gens. Non, les gens qui se retrouvent dans la rue sont souvent des gens qui étaient déjà fragiles et qui vivent des ruptures. La quatrième raison, c'est l'immigration. Donc vous voyez dans l'ordre, déterminisme, chômage, rupture et immigration. Ce qui est vraiment problématique, c'est que la pauvreté touche particulièrement les familles monoparentales et les jeunes. La moitié des personnes pauvres ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, je dirais, interroge notre démocratie et notre société. Pour ceux que ça intéresse, il y a une très bonne, je ne la redirai pas parce que ça prendrait trop de temps, dans les petits bouquins du CESE que vous pouvez prendre, ils sont pour vous, vous verrez la page 77, la définition du père Brzezinski. Elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire cette définition qu'il donne de la pauvreté, c'est une absence de sécurité, très souvent vécue du fait du chômage, et qui provoque des précarités dans tous les domaines et empêche de se projeter. Mais la définition est beaucoup plus articulée, je vous conseille de la relire, elle est très, très, très juste. On peut aussi définir la pauvreté en conditions de vie, ce que je trouve plus intéressant que de dire 60%, 50%, 40%, qui sont des définitions statistiques et qui parfois, selon qu'on habite à Paris ou, je dirais, en grande province, selon qu'on est propriétaire ou pas de son logement, peut effectivement ne pas être très juste. Et il existe une définition que l'on qualifie de pauvreté en conditions de vie. Il y a 27 critères, 27 restrictions. Ne pas avoir pris un repas dans les dernières heures, ne pas pouvoir s'acheter une paire de chaussures, ne pas pouvoir payer son loyer, etc. Donc qui touchent à la fois à la consommation, au logement, au budget
et consommation, logement, budget et les ressources. Et donc, je vais vous donner une statistique qui est quand même assez étonnante, quand en particulier jetez un coup d'œil dans vos placards. Il y a 7,5% des personnes en France qui disent ne pas pouvoir s'acheter une deuxième paire de chaussures. Voilà, mais je pourrais vous sortir énormément d'autres statistiques. Donc, toutes ces personnes que je vous ai décrites, elles ont des droits. Elles ont des droits, et ces droits, aujourd'hui, ne sont pas effectifs, on va dire. Si je pars, toujours dans mon constat, sur les logements, sur le logement qui est un peu la clé de beaucoup de choses, mais pas seulement, l'emploi l'est également. Sur les personnes vivant dans la rue, vous vous souvenez peut-être, le SAMU a été créé en 1993, et aujourd'hui, vous avez vu encore récemment les évacuations de camps de migrants, etc., et pas seulement de migrants. Le SAMU est complètement saturé, mais pas partout. Vous avez 83% des appels qui sont sans suite à Saint-Denis, mais dans le Val d'Oise, 20% seulement. Donc il y a des inégalités territoriales en matière d'accueil, sachant qu'il y a quand même beaucoup de places. Il y a 140 000 places d'hébergement, qu'on appelle généralistes. Il y a 237 000 places de logements adaptés, donc c'est beaucoup. Hein. Et il y a 80 000 places pour les personnes migrantes. Donc on se dit, bon sang, il y a une capacité d'accueil. Le problème, effectivement, vous voyez bien que ce sont les flux, mais surtout, en fait, tout le secteur du logement est embolisé. Il est embolisé parce qu'il n'y a pas assez de logements à loyer très réduit. Donc les personnes restent bloquées dans le système d'hébergement, qui ne devrait être qu'un système transitoire, et donc tout le reste est bloqué, les personnes se retrouvent à la rue. C'est un peu simpliste comme présentation, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en dire plus. Donc ces dispositifs, je veux dire, si on arrivait à débloquer, ça sera c'est bien sûr dans nos préconisations, on arriverait à faire beaucoup de choses. Certaines expériences, comme le logement d'abord, que le gouvernement a expérimenté, sont assez formidables. C'est de dire, jusqu'à maintenant, les personnes, on leur disait, vous allez être en hébergement d'urgence, puis en hébergement plus stable, et après, on va peut-être vous avoir un logement. C'est de dire, prenons les gens dans la rue, mettons-les dans un logement, et ça marche. Y compris pour des personnes, puisqu'à peu près un tiers des personnes qui vivent dans la rue ont des problèmes psychiques, y compris pour les personnes avec des problèmes psychiques. Le problème, effectivement, c'est qu'il faut avoir plus de logements. Mais voilà, il y a des expériences qui marchent. Donc, problème de logement, problème de ressources. Nous avons un système d'aide sociale qui a privilégié complètement les aides monétaires au détriment de l'accompagnement des personnes. Or, pour ceux d'entre vous qui sont près de ces personnes, qui avaient un engagement, je pense que vous mesurez à quel point l'accompagnement est indispensable. Mais la montée des besoins a fait que les budgets ont été consacrés aux aides monétaires. Juste pour vous donner une idée, sur un budget un peu plus de 700 milliards d'actions sociales en France, qui comprend 6 risques, la vieillesse, la santé, la famille, l'emploi, le logement, sur ces 715 milliards, les chiffres datent un peu, mais voilà, il y en a à peu près 70 qui sont consacrés aux personnes vivant dans une grande pauvreté. On y a aux 22 milliards qui sont vraiment sur l'hébergement et les soins d'urgence, il faut ajouter toutes les prestations qui concernent les personnes démunies, qui sont âgées, en santé, etc., les systèmes de santé, etc. Donc voilà, ça vous donne une idée. Chaque année, la France consacre à peu près 70 milliards d'euros pour les personnes qui vivent dans la grande précarité. Nous avons, alors le temps me manque, nous avons aussi étudié la problématique de l'école, qui reproduit, voire aggrave les situations d'inégalité. Aujourd'hui, 35% des élèves de 3e qui ont un an de retard quand ils viennent d'un milieu défavorisé, oui, 35%, versus 10% pour les plus favorisés. Avec une aggravation du système sur l'orientation, où effectivement le regard qu'on porte sur les enfants de milieux défavorisés fait qu'on les oriente un peu trop souvent vers des métiers moins valorisants.
Donc l'école, on a étudié tout ce qui tournait autour de la culture, l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, aux vacances. Effectivement, tout ce qui est éducation populaire a beaucoup chuté, il y a beaucoup moins de séjours. Les séjours linguistiques qui sont devenus beaucoup trop chers se font au détriment de vacances simples au bord de la mer ou à la campagne. Bref, vous verrez tout ça dans notre rapport, ainsi que les problèmes d'alimentation, sachant que avoir une alimentation saine et équilibrée lorsqu'on est pauvre, ça n'est pas facile. Il y a des prévalences d'obésité. Je dirais la santé est un vrai marqueur social, puisque l'accès aux soins est également assez difficile avec, on l'a vu, on l'a entendu de la part de ces personnes, des refus de soins de la part d'un certain nombre de médecins ou de cliniques. Donc ça c'est un petit peu pour notre constat. En face, les moyens que met l'État, les dispositifs que nous administrons ont fait coexister des mécanismes différents. Alors, vous connaissez tous le RSA, par exemple, donc c'est un mécanisme, je dirais, de ma portée générale, mais on le fait coïncider avec des mesures ciblées. On combine les aides accessibles à tous les ménages et ceux que l'on affecte à certains besoins. On combine des aides légales et des aides facultatives. Donc on arrive, et on l'a décrit dans notre rapport, ça nous a pris beaucoup de temps et ça nous a un peu fait souffrir, on peut considérer qu'on a aujourd'hui un labyrinthe de conditions d'attribution des aides monétaires, avec des seuils différents, des temporalités différentes, y compris les spécialistes ne s'y retrouvent pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, on ne peut que, enfin, moi je viens du groupe des entreprises, on ne peut que se dire que le système est doit vraiment être optimisé. Ça, c'est quelque chose qui semble absolument clair. Je pense que le gouvernement s'y attaque un peu. Donc, toutes ces aides monétaires, je vous l'ai dit, se font au détriment de l'accompagnement des personnes, avec un grand défaut de coordination. Vous êtes en grande difficulté, alors vous allez avoir votre assistante sociale scolaire, vous allez avoir votre assistante sociale pour vos problèmes de budget, pour vos problèmes de logement, pour vos problèmes judiciaires, etc. Et donc, on peut avoir des personnes, on en a vu, qui avaient 6 ou 7 assistantes ou assistants sociaux à leur côté, ce qui, évidemment, n'est pas un gage d'opérationnalité. Et je ne vous parle pas de l'accompagnement professionnel pour la recherche d'emploi. Donc, cette gouvernance, elle est complexe et on l'a très bien vu, elle est parfaitement perfectible. Parce qu'en plus, elle est décentralisée. Alors, c'est bien, le département est normalement le bras armé de ce système, c'est lui qui distribue, qui finance, qui distribue les aides, mais il n'a pas d'autorité sur Pôle emploi, il n'a pas d'autorité sur les CAF, il n'a pas d'autorité sur l'assurance vieillesse, etc. Donc on se retrouve finalement, il y a des schémas formidables. On a reçu Julien Damon ici qui nous a montré cette complexité. On a même repris un de nos tableaux dans nos annexes. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Alors, vous me direz, mais avec tout ça, c'est quoi vos préconisations? C'est difficile de faire des préconisations. Donc, sur le logement, aujourd'hui, il y a 40 000 chaque année logements à loyer très modéré qu'on appelle les PLAI. Il faut passer à 60 000. Ça, tous les spécialistes de toutes les associations qu'on a vues sont sur ce chiffre en disant qu'il faut vraiment passer à 60 000. Mais on a déjà du mal à arriver à 40 000. On est plutôt à 38 000, 35 000 et le gouvernement considère que c'est un succès puisque cette année, ça a beaucoup augmenté par rapport aux années précédentes. Un des problèmes que l'on a rencontrés, c'est le problème des expulsions. Il y a une expérience dans le Pas-de-Calais qu'on a trouvée très intéressante d'un numéro vert qui est pour les bailleurs et pour les personnes menacées d'expulsion. On a recommandé d'avoir un numéro vert très simple, un peu comme le 119 pour les enfants, qui fasse que j'ai un logement et j'ai des gens qui ne payent pas leur loyer, je suis menacé d'expulsion, eh bien je peux avoir des conseils très simples, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de prévenir une expulsion, et beaucoup moins cher au final pour les finances de l'État, de prévenir une expulsion très tôt, quand il n'y a qu'un mois de retard,
C'est beaucoup plus compliqué quand vous imaginez quand il y en a 8 ou 10. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en place et que l'on recommande. De même, et ça le gouvernement nous entend, augmenter ce que l'on appelle l'intermédiation locative, c'est-à-dire se garantir aux personnes qui sont un peu fragiles un logement et un tiers se porte garant du loyer. C'est en général une association, mais ça pourrait être d'autres organismes qui le fassent. Donc sur le logement, nous avons également recommandé que le gouvernement accentue sa mise à disposition des locaux publics qui ne sont pas occupés et qui vont être transformés, etc. On connaît tous les délais qui existent pour transformer des bâtiments. C'est souvent 7-8 ans. Pendant ce temps-là, on peut héberger des personnes et aménager ces locaux, ce qui coûterait beaucoup moins cher que de financer des nuits d'hôtel dans des ibis délabrés de banlieue, où les gens se retrouvent à des kilomètres de l'école de leurs enfants, et donc se retrouvent complètement démunis, ne peuvent pas même faire la cuisine, et se retrouvent dans des situations terrifiantes. Donc sur le logement, ce n'est pas la panacée, vous allez me dire, hein, mais si on avait une, je pense qu'elle serait déjà mise en œuvre. Nous avons fait ces recommandations. Et nous avons, dans notre deuxième avis, recommandé également d'adapter les loyers aux ressources des personnes. Les bailleurs doivent pouvoir le faire. Ce n'est pas le tout d'avoir un logement. Il y a des personnes qui se retrouvent, elles n'ont même pas une adresse. Le problème de la domiciliation aujourd'hui, c'est un problème sur lequel on a attiré l'attention des pouvoirs publics qui ne l'avaient pas. L'État a cette obligation de donner aux personnes qui le demandent une adresse. Il délègue ce pouvoir au CCAS des mairies et aux associations. Certains CCAS offrent des billets de bus pour que les personnes aillent dans la ville d'à côté. Ça, c'est totalement répréhensible. Ou bien sont débordés. Et par exemple, à Paris, les gens ne savent plus où aller. Il y a à peu près tous les endroits où on peut se faire domicilier sont complètement, soit ne prennent plus de nouvelles personnes, soit même ne renouvellent plus l'adresse, puisqu'il faut la renouveler tous les 6 mois. Donc la domiciliation, avant le logement, l'adresse. Sur le sujet des ressources, qui sont effectivement un peu capitales, nous avons recommandé d'assurer un revenu stable aux personnes en difficulté. Donc vous connaissez tous le RSA. Et donc, vous avez tous entendu parler du RUA, le revenu universel d'activité. Nous étions suite à un avis précédent fait par notre présidente sur le revenu minimum social garanti. Peu importe le sigle, c'est vraiment ce qu'il y a dedans qui est important. Nous avons, et ça c'était un peu compliqué dans notre section, où on avait aussi bien la CGT que le groupe des entreprises, que le groupe des associations, de nous mettre d'accord. Donc nous nous sommes mis d'accord sur l'idée qu'il fallait effectivement avoir un revenu minimum social garanti qui fusionne 7 des 8 grandes minima sociaux que sont, alors là je vous les cite, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation handicapée, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation supplémentaire vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation veuvage. Cela hors allocation familiale et hors allocation logement. On sait que le gouvernement, sur le RUA a plutôt l'intention d'intégrer. Donc, nous participons aux travaux via notre présidente, puisque nous sommes devenus un peu des experts sur ces sujets-là. Le grand débat, c'est est-ce qu'il faut ouvrir ce revenu universel d'activité aux jeunes, avec toutes les problématiques que cela comporte. Nous avons réussi à trouver un point d'accord qui est de le donner sous certaines conditions aux jeunes à partir de 18 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation, mais sous certaines conditions effectivement de ressources particulières de leurs parents. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le bloc des aides monétaires. Mais la complication, c'est comment toucher ces aides monétaires. Donc là, il y a un vrai big bang de simplification qu'il faut apporter à notre système pour les verser. Nous recommandons le dossier unique, alors avec toutes les précautions à prendre pour la confidentialité, etc. Mais il est indispensable que chaque personne en difficulté ait un dossier unique et un référent unique.
ce référent, il pourrait être un peu comme son rôle pourrait être un peu comme votre médecin généraliste, c'est-à-dire c'est lui votre référent. Et après, il vous envoie éventuellement voir un assistant social plus spécialisé sur autre chose. Mais vous avez un référent. Donc, je pense que le gouvernement avance dans ce sens-là et que c'est quelque chose qui devrait voir le jour. C'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. De même pour le dossier social unique. Mais je crois que c'est vraiment par là que l'on pourra améliorer la situation. Avec, vous avez tous entendu parler, j'imagine, des grandes difficultés à remplir tous ces dossiers qui font 10 pages, qui demandent 10 fois les mêmes renseignements, mais pas aux mêmes dates, pas aux mêmes temporalités, pas la même situation de famille, enfin bref, qui demandent tout et son contraire, on va dire. Et donc là, nous recommandons effectivement que les prestations deviennent le plus possible automatisées. Voilà, ça fera gagner énormément d'argent également en termes de gestion. Donc automatisation. Nous avons, en entendant tout à l'heure, je vous ai dit en introduction, on a entendu les personnes. Eh bien, par exemple, on a découvert, je crois qu'à peu près personne ne le savait dans l'équipe qui travaillait, que les personnes qui sont aux minima sociaux, quand elles passent à la retraite, eh bien, elles peuvent quelquefois attendre 1 à 2 ans, or elles n'ont pas de ressources, elles n'ont pas de réserve, le paiement de la retraite. La caisse nationale, voilà, les deux caisses s'envoient, elles finissent par toucher l'argent, mais elles peuvent rester 1 à 2 ans sans aucune ressource, ce qui est aberrant. Donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement. Le gouvernement en a pris acte. Ce que nous avons également recommandé, c'est que dès la conception des aides, on prévienne le non-recours, puisqu'il y a effectivement pour certaines aides, on l'a vu, quelquefois 40-30% de personnes qui auraient droit à ces aides et qui n'y recourent pas. Et donc, dès qu'on conçoit l'aide, eh bien, il faut la budgétiser totalement. Or, aujourd'hui, on ne les budgétise pas totalement, puisqu'on sait qu'il y a du non-recours. On les budgétise totalement et on prévoit, on essaye d'anticiper les raisons de non-recours. Par exemple, qu'on fasse des simulations assez accessibles. Par exemple, que l'on intègre des personnes justement en grande précarité au moment où on conçoit l'aide pour comprendre ce qui arrête les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait aussi aider au sujet. Sur toutes les problématiques de santé, donc on a proposé de lutter contre le refus de soins, qui est quelque chose qu'on a entendu. Hein. On a quelques verbatims qui sont un peu glaçants. On a proposé, et c'est ce qui a fait par exemple que le groupe des professions libérales, au moment du vote de notre avis, s'est abstenu. Je ne crois pas qu'il ait voté contre, il a dû s'abstenir. C'est que les 5% de médecins qui ont le moins de bénéficiaires à la CMU, à la CMUC, à l'ACS ou à l'AME, tous ces dispositifs santé, eh bien ceux-là, on regarde ce qui se passe. Et également, on a proposé de généraliser le tiers payant, ce qui est en cours, et pour les bénéficiaires de l'AME, c'est de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire c'est les personnes qui arrivent en France, qui sont en France depuis 3 mois, et qui doivent prouver juste qu'elles sont en France depuis 3 mois. Qu'elles aient une carte, un peu comme la carte vitale, avec des liaisons qui fassent que ce soit plus facile. Le sujet de l'AME est un sujet un peu compliqué, vous avez dû voir dans la presse, le gouvernement s'attaque un peu à ce qu'on peut appeler un peu le tourisme médical, qui existe, c'est vrai, mais pour autant, il faut arriver à lutter contre ce tourisme médical, de gens qui viennent, en particulier le président avait montré, je crois du doigt, c'était la Bulgarie. Il y a effectivement un certain nombre de personnes étrangères qui viennent 3 mois à Paris et qui se font opérer. C'est dommage, enfin voilà, c'est dommage puisque par ailleurs, il y a un vrai besoin de soins des personnes migrantes, par exemple, qui arrivent et qui sont porteurs de traumatismes psychiques très importants. Et il est important pour la santé de tout le monde en France que tout le monde soit soigné également. Voilà, donc sur la santé, voilà. Sur l'insertion professionnelle, on s'est beaucoup concentré sur justement tous les dispositifs d'insertion, on a un peu réduit notre champ. On a beaucoup entendu Laurent Grand-Guillaume sur Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous avez peut-être entendu, c'est un dispositif formidable. Il est intervenu. Donc personne n'est inemployable. On propose, selon une liste d'arrivées, de mettre en emploi, payé au SMIC en CDI,
dans des entreprises à but d'emploi, des EBE, des personnes qui étaient au chômage parfois de 2-3 ans, et souvent des personnes de plus de 50 ans. Les jeunes, ils viennent peu dans ce dispositif, mais les personnes plus âgées, ils viennent. Donc il faut arriver à trouver, et donc le gouvernement a lancé en 2016 10 territoires expérimentaux. Il y en a aujourd'hui une centaine qui sont candidats. Et donc nous avons recommandé qu'on vote avant la fin de l'année le budget pour l'année prochaine, de façon à pouvoir continuer l'expérimentation, qui est plutôt très encourageante. Elle est critiquée par certains. Un prof de Sciences Po a fait il n'y a pas longtemps une tribune dans les Échos, je n'ai pas compris. Parce qu'en plus il fait partie du comité d'orientation. En gros, c'est vous reconstituer des emplois d'État. C'est quand on voit les gens, quand on voit ce qu'ils font, quand on voit la revitalisation dans les campagnes d'un certain nombre de petits commerces qui sont recréés, de filières bois qui n'étaient pas exploitées, qui deviennent exploitées. Moi, je trouve honnêtement que c'est plutôt intéressant puisqu'on finance ces emplois par ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher le RSA, les personnes touchent un RMI et l'entreprise, par ses bénéfices et les 20 millions de la fondation créée par l'État, complète le salaire de ces personnes. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à retrouver un emploi. Il n'y a pas que, je dirais, le fait de retrouver un emploi. Il y a une estime de soi, la famille qui en bénéficie, les enfants, etc. Donc ça, et puis on a beaucoup regardé tout ce qui est entreprise d'insertion. Il faut donner un peu plus de temps aux personnes qui sont en entreprise d'insertion. Elles ont tellement de problèmes à régler qu'il faut effectivement que le délai soit probablement un peu rallongé et donner un droit de retour. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont dans ces entreprises protégées, l'insertion par l'activité économique, souvent aller dans une vraie entreprise est un gros gap. Leur donner un droit de retour. C'est-à-dire qu'elles savent que si au bout de 3 mois c'est trop dur, si elles ont raccourci leur temps, elles peuvent revenir dans l'entreprise d'insertion. Donc en matière de gouvernance, je vous en ai beaucoup parlé tout à l'heure en vous disant qu'on était dans un système très compliqué. Ce que nous avons proposé, c'est que nous nous dotions d'une loi de programmation, un peu comme on le fait pour des lois de programmation militaire, c'est-à-dire qu'on se dise 2030, on éradique la pauvreté et on crée un délégué interministériel auprès du Premier ministre, un seul, et auprès du Premier ministre, de façon à ce qu'il y ait une vraie coordination. Ça nous paraît absolument nécessaire, avec peut-être un bilan à mi-parcours, et des étapes pour atteindre cet objectif dont on pense qu'il est atteignable. Et en parallèle, renforcer le rôle du département, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus opérationnel en tant qu'organisateur et en tant que coordinateur. Voilà, sur le tissu associatif, dont je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais qui est extrêmement important, on considère aujourd'hui qu'il y a 22 millions de personnes bénévoles, alors pas toutes sur la pauvreté, et 1,2 million d'associations, mais il y en a quand même un grand nombre qui se consacrent à aider nos concitoyens. Leur rôle est irremplaçable, on leur a donné beaucoup de place dans notre rapport. On a fait quelques préconisations mon co-rapporteur, il tenait beaucoup. Beaucoup de personnes modestes, très modestes, donnent. On a vu avec l'IFI, avec la CSG, les montants ont baissé des dons aux associations, mais pas le nombre. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas imposables donnent. Et donc, on a pensé que c'était assez juste que ces personnes-là bénéficient d'une forme de crédit d'impôt, parce que ceux qui ont de l'argent donnent. En bénéficient. Ceux qui ne payent pas d'impôts pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt. De même que toutes les personnes qui s'engagent depuis plus de 200 heures dans une association, donc ce qui est assez lourd, par an, puissent bénéficier de ce qu'on a appelé le compte d'engagement citoyen, qui normalement pour l'instant ne bénéficie qu'aux personnes qui ont des responsabilités. Donc voilà, on a fait d'autres préconisations, parce qu'en fait, si on additionne les 2 avis, ça fait à peu près 45 préconisations, donc vous n'avez pas eu droit à tout. Mais voilà, donc je pense notre société est extrêmement... elle est généreuse. Notre société est généreuse. Les gens sont généreux et l'État, quelque part,
l'est aussi. La société essaye au maximum de faire. Elle ne le fait pas bien, elle le fait d'une façon trop compliquée, trop sophistiquée, je dirais à la française, hein. Voilà, malheureusement un peu. Mais je crois qu'on peut arriver à construire des politiques. Je crois qu'il faut aussi changer de regard, changer le regard qu'on a sur les personnes qui sont dans la pauvreté. C'est tout le monde, hein. C'est les instituteurs, c'est les soignants, c'est les bailleurs sociaux, c'est vous et moi, c'est nous tous, qui avons souvent un regard un peu discriminant, quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai intéressé, pas trop ennuyé avec ce sujet qui est un sujet un peu difficile, hein, très large, voilà, donc que j'ai abordé, je dirais, en non sachant du social, donc avec une bonne volonté et toute l'équipe de ma commission. Denis Metzger, Fondation Break Poverty, merci d'avoir établi un panorama très, très complet, très clair. C'est une richesse pour nous de comprendre aujourd'hui quelles sont les politiques de l'État dans une jungle très difficile à comprendre. Vous aviez commencé votre exposé en nous exposant 4 causes qui étaient le déterminisme social, dont les jeunes sont victimes, le chômage longue durée, la rupture familiale et l'immigration. Et dans l'ensemble de ces, je dirais, des mesures qui sont proposées, on a un peu l'impression que l'on traite les symptômes, mais qu'on ne s'adresse pas aux causes. La cause étant par exemple l'inadaptation du système scolaire. Les causes étant par exemple la non prise en charge des jeunes dans les milieux pauvres en matière dès la petite enfance, dès l'aide aux familles monoparentales. Est-ce que vous pourriez nous exposer votre connaissance du sujet en adressant les causes profondes plutôt que simplement le soin des symptômes? Oui. Alors c'est une précaution oratoire que j'aurais dû prendre. C'est qu'en fait, la stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvernement est très tournée vers le sujet de l'enfance, avec des places de crèche financées pour les personnes en difficulté, avec le CP dédoublé, etc., etc. Et donc ce sujet, qui à lui seul mériterait un avis, en fait, le déterminisme social, entre guillemets, la pauvreté des enfants, elle est plutôt bien traitée par cette stratégie du gouvernement. Et donc, nous avons essayé à faire des propositions plutôt là où il y avait besoin d'alerte et là où le gouvernement n'avait pas entamé ses travaux. Donc, sur l'école, effectivement, et sur la crèche, la toute petite enfance, je vous recommande d'aller sur Internet et de voir le bilan. Il y a un document qui s'appelle « Bilan d'un an de stratégie de lutte et de prévention et de lutte contre la pauvreté ». Il y a eu une grande réunion qui a été faite en septembre, Plaine Saint-Denis, qui fait bien un point sur ce sujet-là, qui est, je dirais, l'angle d'attaque du gouvernement. Et je trouve que c'est très courageux, parce que les gouvernements précédents ne l'ont pas fait, et parce que c'est pas du courte vue. Souvent, on reproche aux politiques d'avoir... de chercher à se faire réélire en ayant des mesures, je dirais, un peu démagogiques ou visibles. Là, franchement, je trouve que c'est plutôt bien. Je veux dire, il y a aussi les petits déjeuners à l'école, les cantines à 1 euro, etc. Il y a énormément de choses sur ce segment. Et donc, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas creusé. De même, sur la santé, il y a pas mal de choses qui sont faites. Voilà, on a plutôt essayé d'être là où il y avait des trous. Juste une précision sur, d'une part, la tribune que vous évoquiez sur territoire zéro chômeur, dans mon souvenir, il disait essentiellement que c'est beaucoup plus coûteux que ce qu'on a dit et ce qu'on a évalué, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on avait dit, il n'y a pas compensation entre l'argent qu'on ne dépense pas en chômage et celui qu'on met pour mettre quelqu'un à l'emploi. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Alors, c'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout, parce qu'en fait, territoire zéro chômeur, ça marche bien quand il y a tout un territoire qui se
qui se met ensemble, les entreprises, les services sociaux, bien sûr, le réseau Territoire Zéro Chômeur et Pôle emploi, etc. Quand tout le monde se met ensemble et qu'on trouve, la difficulté c'est de n'être ni en concurrence avec les services publics, ni en concurrence avec le privé. Donc forcément, c'est des jobs, entre guillemets, qui ne rapportent pas beaucoup, qui viennent combler des manques qu'on n'arrivait pas à financer. Donc, l'association a réagi à cette tribune. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un très bon procès. Il faut regarder. Il y a peut-être quelques endroits et quelques exemples où effectivement on a un petit peu de mal à combler le différentiel, mais franchement, je trouve que plutôt très remarquable. Parce qu'ils remettent au travail des gens qui souvent n'avaient pas travaillé depuis 3 ans ou 4 ans, avaient perdu l'estime d'eux-mêmes, ils ne se croyaient... Enfin, voilà. Donc le bénéfice, voilà, moi je pense que le bilan financier, à un moment donné, ne doit pas être le seul. Et par contre, il ne faut pas généraliser trop vite. Le risque, je pense, ce que cette tribune peut avoir d'intéressant, c'est d'alerter en disant attention, ça coûte quand même cher. Donc faites gaffe, ne passez pas de 10 à 100. Nous, on a proposé de passer de 10 à 50. Voilà. 50 projets et de vérifier l'implication de tous les acteurs locaux. Et une précision sur ce que vous avez dit sur les domiciliations. Ce que j'ai en tête, c'est que les municipalités essayent de domicilier le moins de gens possible parce que ça crée à ces gens des droits par rapport à la ville où ils sont domiciliés. Et quelle est votre préconisation pour en sortir ? Alors, notre préconisation, c'est effectivement que l'État fasse le job, parce qu'aujourd'hui, quand on est allé présenter notre avis, par exemple, à la conseillère de l'Élysée, elle n'avait pas du tout conscience du sujet. Donc, nous, on a déjà joué ce rôle d'alerte, en disant attention, il y a un vrai problème, et franchement, à chaque fois qu'on en parle, il n'y a pas vraiment conscience du sujet. Qu'on équipe, pour vous donner un exemple, les associations qui font de la domiciliation n'ont pas de logiciel qui les aide, qu'on leur facilite la tâche. Et que l'État fasse un truc que je trouve plutôt intéressant, name and shame, utilise la pratique du name and shame pour les villes qui se défaussent de leur responsabilité. De façon à les montrer du doigt en disant attention, voilà, cette ville-là, vraiment, elle ne fait pas le job, c'est pas normal, etc. Qu'ils mettent une pression. Yves Buxenschütz, retraité. J'ai une remarque et puis une question. Ma première remarque, c'est que vous nous avez fait un exposé sur la pauvreté basé sur un indicateur d'inégalité, ce qui est tout de même un peu curieux, puisque vous prenez 60%, 50%, 40% du revenu médian, ce qui veut dire que si, par exemple, j'exporte M. Arnaud et M. Pinault, etc., tout à coup, le nombre de pauvres diminue. C'est assez curieux. C'est assez curieux tout de même comme méthode. Alors je vous signale tout de même qu'il y a une méthode à l'ONU qui a été pendant longtemps $1 par jour, etc., qui est actuellement à $1,90, c'est-à-dire qu'on monte le curseur et qu'on considère que le monde est passé de 3 milliards de pauvres à 400 millions, etc., etc., et que l'objectif de l'ONU, il est en valeur absolue, il n'est pas en valeur relative. Alors, je ne dis pas que la valeur relative n'a pas d'intérêt, mais je dis aujourd'hui, parler en permanence d'un indicateur d'inégalité pour parler de pauvreté, je m'excuse, madame, c'est grave. C'est très grave. Alors, je vais répondre. Attendez, et deuxième chose, après ça, je vous rends tout à fait la parole. Est-ce que vous vous livrez de temps en temps à ce qu'on appelle des études longitudinales ? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye de suivre des gens qui sont dans ces situations et qu'on regarde dans quelle mesure ils y restent, ou ils en sortent, et comment ? Petit exemple, les États-Unis ont augmenté leurs inégalités, mais ils ont tout de même absorbé 35 millions, c'est-à-dire 10% de la population, de Mexicains ou Guatémaltèques, qui avaient 0 en rentrant, et qui sont rentrés dans les indicateurs. Alors, voilà. Je réponds.
là, j'aurais peut-être dû prendre des précautions oratoires en vous disant que ça n'était pas la panacée. C'est la façon que l'on a de compter statistiquement en France. Et donc, ce sont les catégories de l'INSEE. C'est l'INSEE qui compte et qui nous dit, voilà, vous avez 40%, si vous avez moins de 60%. C'est l'Europe. Alors, il y a également l'Europe. Ça, c'est juste une façon d'essayer d'appréhender le sujet, puisque pauvreté relative, c'est quand même quelque chose qui nous permet de mesurer le décalage entre la population, je dirais, qui vit avec un revenu médian et les autres. Si on prenait 1,90 €, ça n'a pas de sens en France. Ça a du sens au Sahel ou ça a du sens au Bangladesh. Ça n'a pas de sens en France. Je n'ai pas dit 1,90 €. Je dis prenez 200 € si vous voulez, moi je m'en fiche. Mais alors, non, mais j'interviens. Excusez-moi. Le revenu médian a quand même un intérêt, c'est que c'est pas le revenu moyen justement. Ce n'est pas le et donc revenu... Monsieur Pinault et Monsieur Machin valent autant que n'importe qui d'autre. Non, mais hein. ils ne comptent pas parce que de toute façon ils ne sont pas salariés. Bon, ce que je voulais rajouter, c'est que j'aurais peut-être dû vous dire, il y a cette façon de compter. Il y a la pauvreté en conditions de vie qui reflète mieux, je dirais, la pauvreté des personnes. Avec ces 27 critères, et si vous, sur 27 précarités, vous en cumulez 8, on considère que vous êtes en précarité. Vous verrez, c'est très bien expliqué dans le rapport. C'est, je dirais, le problème d'expliquer en une demi-heure ce qu'on a mis 1 an à faire et 150 pages à produire. Je crois que vous l'avez dit d'ailleurs, que le département est un acteur important dans la lutte contre la pauvreté. Si je prends le cadre de l'Île-de-France, est-ce qu'il ne faudrait pas ramener cette lutte au niveau de la région? Parce qu'actuellement, ce qu'on constate, Paris essaye d'exporter ses pauvres vers le 93. Un exemple, je connais bien le département du 93. Donc je vais parler un peu vulgairement, on se refile la patate chaude. Alors que si la question était disons, appréhendée au niveau Île-de-France, on aurait peut-être plus facilement des actions plus efficaces. Alors, effectivement, le gouvernement vient de lancer quelque chose d'assez intéressant. Il a créé 18 postes de haut commissaire de lutte contre la pauvreté en région, de façon à coordonner les actions des départements. Donc je pense que c'est déjà une première réponse. Et alors après, il y a effectivement pour les métropoles versus les départements des accords entre l'État et qui font que il y a 3 ou 4 métropoles qui ont effectivement signé dans ce sens-là. Je suis Séverine Durand-Gasselin du réseau CORAS qui fédère 500 entreprises de l'économie, de l'insertion par l'activité économique. Donc d'une part, je suis assez au courant des histoires de territoire zéro chômeur de longue durée, qui est en effet un système qui est très séduisant, mais les entrepreneurs de l'insertion par l'activité économique font la même chose depuis longtemps. Oui. Bon, enfin ça c'est juste une parenthèse. L'autre chose, je veux vous remercier parce que vraiment vous avez brossé un tableau que je constate chaque fois que j'ai des réunions. Et ce qui me paraît la chose la plus importante, enfin une des choses les plus importantes, c'est la simplification. Et ce que vous dites là, les 2 points, on a l'intelligence artificielle et le numérique qui peuvent le mettre en route, et je pense que ça serait important qu'on ait les moyens de faire ça, et ça soulagerait énormément de choses, et ça nous coordonnerait tous, parce qu'on a tous cet intérêt pour ces personnes précaires. Je suis désolée, je n'ai pas de questions. Je vous remercie parce que je pense que vous avez tout à fait raison. Juste une question sur les suites de ces rapports. Une fois qu'ils sont prévus, écrits, publiés, diffusés, à qui les présentez-vous, les remettez-vous et quelles sont les actions qui se déclenchent derrière? Alors, une fois qu'ils sont... D'abord, on invite à la plénière les ministres concernés qui
je dirais 2 fois sur 3 viennent, le secrétaire d'État. On va les présenter un petit peu avant, ils viennent à la plénière. Ensuite, on prend notre bâton de pèlerin et on va voir le Premier ministre, l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour présenter les rapports. Ça dépend de leur bonne volonté. S'ils ne veulent pas nous donner de rendez-vous, on a un petit service qui va taper à la porte. On a un peu mal joué, entre guillemets, sur le timing. C'est-à-dire que notre rapport est sorti fin juin. Donc on a un peu souffert du juillet-août. Et donc là, on a ces rendez-vous, j'en ai pas mal. On est souvent demandé également par des organismes. Par exemple, je suis allé dans le Césaire de Normandie, je vais aller à Arras, l'URIOPS, l'Union régionale, veut nous entendre. Donc c'est vraiment, je dirais, une affaire de conviction. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que nos préconisations tapent juste. Il faut attirer l'attention sur ce qui n'a pas encore été vu, ce qui n'a pas encore été bien traité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la domiciliation. C'est un peu voilà, je me rends compte à quel point ce sujet n'est pas traité et à quel point le fait d'en parler, de solliciter les personnes qui ont un peu de pouvoir sur ce sujet-là peut faire bouger les choses. Par ailleurs, nous avons donc, quand on a produit un avis, 6 mois après, on revient en plénière, et donc tous les avis font la même chose, et devant nos collègues, nos 233 collègues, conseillers, on explique ce qui a bougé, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a bougé. Et nous, je veux dire, Olivier Noblecourt, donc, qui est le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, nous a entendus et quand on a été le voir au mois de septembre, nous a dit, vous avez vu, là-dessus, on vous suit, on y va. Sur le RUA, par exemple, le revenu universel d'activité, qui est un énorme sujet d'une complexité absolument inouïe, ne me posez pas trop de questions là-dessus, je ne suis pas vraiment apte à répondre, on est dedans, et le fait qu'on ait réussi à mettre d'accord la CGT, la CFDT, FO, l'UNSA, la CFTC, le groupe des entreprises, les professions libérales, l'UNAF, les artisans, etc. Le fait qu'on ait tous été d'accord pour faire ces préconisations. Dans le rapport, vous verrez, c'est assez intéressant de regarder, il y a les déclarations des groupes. Donc de chaque groupe en plénière fait sa déclaration. C'est un peu barbant en plénière, hein. On s'enfile 18 déclarations de 3 minutes, mais c'est intéressant de voir les quelques réticences qu'il peut y avoir sur un sujet, mais globalement, nos avis sont quand même votés à de très, 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 très grande majorité. Hein. Voilà, je ne me souviens plus pour le nôtre, mais enfin, voilà, on a peu d'abstention, on a eu les professions libérales. C'était un peu inattendu au départ, on ne pensait pas. On a réussi, et donc le gouvernement sait, et c'est tout l'intérêt du CESE, qu'il y a un consensus de la société civile sur ces préconisations-là, et qu'il peut y aller. Une question un peu politique. Avez-vous constaté dans la législature actuelle une progression ou une régression dans l'écoute de vos préconisations, dans l'application, et avez-vous constaté une augmentation de cette application ou une régression? Alors, il faudrait que j'ai un peu plus d'ancienneté pour cela. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui a déjà une mandature, puisqu'on on est donc désigné pour 5 ans. Et on peut l'être 2 fois. Moi, je suis là que depuis 3 ans et demi. 4 ans, 3 ans et demi. Donc, c'est un peu difficile pour moi je n'ai pas ce regard un peu rétrospectif qu'il faudrait avoir pour répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soit à l'Élysée, ou chez le Premier ministre est venu plusieurs fois chez nous, ce n'était pas beaucoup le cas avant. Les ministres se déplacent. Au départ, je pense que l'Élysée, le CESE, ce n'était pas trop son truc. Ils ont compris l'intérêt d'avoir, je dirais, un conseil économique et social, d'autant que nous avons fait l'expérience du tirage au sort. Au moment des Gilets jaunes, nous avons créé une autre commission temporaire, parallèle à la mienne, c'était un peu compliqué d'ailleurs pour moi, sur les transitions, transitions et territoires, qui était vraiment essayer de trouver les réponses au malaise, pourquoi le malaise, quelle réponse, etc. Et nous avons associé des citoyens tirés au sort, ce qui fait que
le gouvernement nous a demandé d'accueillir la Convention citoyenne que nous accueillons en ce moment. En ce moment, il y a 150 citoyens tirés au sort et citoyennes qui vont passer 5 week-ends ou 6, je ne sais plus, 5 ou 6, à venir travailler au CESE avec des conseillers et avec des experts, etc. Et donc, je pense que aujourd'hui, le CESE est plus écouté qu'il ne l'était il y a 4 ans. Voilà, de ce que je peux voir. Je ne peux pas vous dire par rapport à il y a 10 ans, mais il me semble que oui. Le précédent président, Jean-Paul Delevoye, qui s'occupe des retraites maintenant, était une figure politique, était connu pour lui-même, mais pas beaucoup pour les travaux du CESE. Je pense qu'on a un président qui est moins médiatique, hein, vous l'avez probablement vu, il ne recherche pas les médias, mais la communication est plutôt axée sur la valorisation des travaux. Je dirais que c'est un peu ça l'évolution. La France ne brille pas en matière d'égalité des chances, puisque selon l'OCDE, nous sommes le 21e pays sur 22. Seule la Hongrie est derrière nous, malgré un système de répartition qui est très généreux, comme vous l'avez dit. Et puis on a lu également qu'il fallait en France 6 générations pour sortir de la pauvreté, alors qu'il faut 2 générations au Danemark, 2 générations et demie en Espagne. Est-ce que vous pourriez porter votre regard sur ce manque d'égalité des chances dans notre pays ? Alors, effectivement, on l'a lu comme vous, on l'a écrit. En même temps, on remarque dans les statistiques, on l'a vu, qu'il y avait une forme de mobilité entre ces niveaux de pauvreté dus justement au système d'aide. Donc, je crois que c'est justement pour cette raison-là que le gouvernement s'attaque au sujet de l'inégalité des chances. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant. On le sait, notre école, je crois que l'école est très, un peu le nerf de la guerre sur le sujet. Donc, je peux juste vous dire ça. Effectivement, j'ai été assez étonné de lire qu'on était un pays où on passait d'un seuil à l'autre relativement facilement, probablement du fait des aides. Et donc, ça veut dire que les aides monétaires ne suffisent pas. Et quand je disais changer de regard, c'est changer de regard, que tout le monde change de regard par rapport à la pauvreté en France, par rapport à d'autres pays qui sont probablement plus égalitaires. Et ce rôle de l'accompagnement, oui. Oui, bonjour. Et puis merci pour votre exposé. On évoquait avec mon voisin le fait que certaines personnes, mais pas uniquement elles, bien entendu, dans le profil de personnes que nous étudions aujourd'hui, peuvent pratiquer, j'allais dire, des activités qui ne sont pas mesurées par les statistiques, c'est-à-dire des économies souterraines. Alors, il y en a certaines que nous on condamne, la morale condamne, hein, c'est la drogue et la prostitution, mais il n'y a pas que cela, il y a les petits travaux, il y a tout un ensemble de choses. Est-ce que vous avez examiné ces questions dans votre étude ? Alors, non, franchement, non. Nous avons une préconisation pour les personnes migrantes que nous avons repris d'un autre avis. Ça, c'est un peu mon expérience personnelle d'aide aux personnes dans une association. Effectivement, on a des jeunes migrants, un peu moins jeunes, mais dans l'ensemble très jeunes, très capables, qui ne demandent qu'à travailler et qui ne peuvent pas. Et donc, là-dessus, ce que nous avons recommandé, c'est qu'effectivement, par rapport à ces personnes-là, il y a un problème en France, c'est que on attend que leur demande d'asile soit acceptée pour les former au français. C'est idiot. La plupart des pays forment les gens à leur arrivée. Il faudrait les former à leur arrivée, avec plus d'heures que ce qui est prévu. Et puis leur permettre effectivement de travailler plus rapidement. Parce que je pense qu'une partie du travail caché, entre guillemets, vient effectivement de gens qui ne peuvent pas travailler. Après, il y a la tricherie. Aux minima sociaux qui existent, on n'a pas prévu de lutte contre le travail caché. Ça pourrait être un sujet d'avis, je pense. Vous parliez tout à l'heure de l'égalité des chances, mais tant que les jeunes professeurs
sans expérience sont nommés dans des départements les plus difficiles comme le 93, on n'arrivera pas à faire avancer les choses. Et je pense en entreprise, en général, on met les gens les plus qualifiés aux postes les plus difficiles. À l'éducation nationale, c'est l'inverse. Alors justement, le gouvernement, par exemple, a annoncé sur la Seine-Saint-Denis tout un plan où les fonctionnaires qui viennent et qui restent, je ne sais plus combien de temps, mais touchent une prime de 10 000 € et un encouragement justement à aller dans ces départements difficiles. Les syndicats de professeurs ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Ah oui. Et là, il y a une grande cathédrale peut-être. Ma femme était enseignante. En même temps, c'est pas facile. Il faut reconnaître qu'effectivement, il faudrait des professeurs très chevronnés, je suis d'accord. Merci madame, j'ai beaucoup apprécié votre conférence parce que j'étais plutôt moi à faire des maraudes, de l'hiver solidaire et des choses comme ça, donc je trouvais que c'était vraiment très très intéressant. Et dans la population, est-ce que vous avez étudié aussi toute cette population romano? Alors non, clairement non. On est resté sur les personnes vivant dans la rue parce que la difficulté de focaliser sur un groupe ethnique était évidente. Et nous avons plutôt focalisé sur les problématiques des personnes. En particulier la problématique, par exemple, de la sécurité. Quand j'ai appris, moi, qu'il y avait un tiers de femmes qui vivaient dans la rue, je ne savais pas, parce qu'on ne les voit pas. Et donc, ces femmes, on a eu des récits déchirants de femmes qui ont accouché dans des parkings, enfin des choses assez affreuses. Et donc, nous avons considéré les personnes dans leur globalité, hein, sans stigmatiser. Enfin, le risque de stigmatisation était trop fort. Voilà, donc non, nous n'avons pas fait cette étude. Juste pour, vous m'avez demandé tout à l'heure si nous avions fait des études un peu longitudinales. On a recommandé notamment qu'il y ait plus d'études sur la façon dont les personnes sortent du RSA, qu'on étudie la façon, il y a un manque assez important de statistiques sur ce sujet-là. Donc, comment les gens sortent du RSA, comment on les suit plusieurs années après. Ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait mieux que ce qui est fait aujourd'hui. De même, par exemple, sur les entreprises d'insertion, on a entendu Thibaut Guilhuy, qui est donc le directeur général d'ARES, qui est donc délégué interministériel à l'insertion, nous a expliqué, quand vous rentrez en insertion, on vous demande plein de renseignements. Par contre, sur les statistiques de sortie, c'est juste sortie en formation, etc. Il faudrait avoir plus de qualitatif sur les sorties des personnes qui sont en entreprise d'insertion. Et un peu moins à l'entrée, peut-être, pour équilibrer. C'était une de ses recommandations. Vous avez évoqué tout à l'heure la précarité alimentaire, en fait. Hein. Vous en avez peu parlé. Vous pouvez nous raconter un peu, parce que c'est compliqué à concrétiser, j'imagine. Hein. Oui. C'est un de mes regrets. On a regardé le système. On a décrit un peu le système dans notre rapport. Donc on est plutôt sur des constats. 5,5 millions de personnes qui font appel à l'aide alimentaire dans notre pays. C'est quand même considérable. On a vu une statistique qui valorisait à, je pense, 96 €. Un dernier regard sur le mécénat d'entreprise, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Lorsqu'on regarde les chiffres du mécénat d'entreprise, on s'aperçoit que d'abord il y a très peu d'entreprises qui font du mécénat. Si on exclut les grands groupes qui font 70% des sommes levées par le mécénat, de façon générale, les entreprises françaises des provinces font très très peu de mécénat. Et si on prend les sommes levées dans le mécénat, il n'y a que 17% de ces sommes qui vont au mécénat social. Donc est-ce qu'il n'y a pas naturellement une augmentation, un appel aux entreprises à faire plus de mécénat social pour faire en sorte que le mécénat social représente au moins un tiers du mécénat? Quel est votre regard là-dessus sur les nouvelles mesures? D'abord, on a constaté qu'il y avait une amélioration quand même, puisque les petites entreprises, comme la somme déductible est un pourcentage, ça n'avait pas de sens pour elles. Le dispositif n'était pas adapté. Donc le gouvernement a donné un espèce de crédit d'impôt, entre guillemets, de 10 000 €, y compris donc pour les PME et les TPE, qui du coup peuvent aller jusqu'à 10 000 € de mécénat, alors que
en pourcentage, quelquefois pour elles, ça ne pourrait faire que 300. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour encourager les entreprises à faire du mécénat. Nous avons une préconisation d'abord de protéger le mécénat, parce que le gouvernement considérait que c'était une niche fiscale. Nous avons dit que c'était un investissement social, que quand l'État mettait 1 euro, l'État mettait 2 euros, les autres mettaient 1 euro. Et donc, le mécénat remplissait beaucoup de missions de service public, en particulier sur le social. Mais par contre, moi je pense qu'il faut laisser aux entreprises le choix de leurs actions. Parce que, effectivement, au niveau du social, il y a beaucoup de choses à faire, mais on vous dira aussi qu'au niveau de l'art, par exemple, il y a aussi des choses à faire. Et donc, pour moi, il faut que... Ce qui est important, c'est que le mécénat de l'entreprise soit porté par les salariés, porté par la direction de l'entreprise, et que ça corresponde à quelque chose de logique pour l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé chez Auchan. Donc, quand je suis rentré, il y avait une fondation qui existait, la Fondation Auchan pour la jeunesse. Bon, je l'ai internationalisée. J'en ai créé une autre dont je considérais qu'elle répondait à un besoin d'accompagnement sur la protection sociale des salariés des entreprises, en particulier du Bangladesh, du Cambodge, ces pays dont on fait venir nos t-shirts à 5 €. On a créé un système de protection sociale pour plusieurs milliers d'ouvriers. Et le gouvernement, on est en train de faire en sorte que le gouvernement du Bangladesh prenne exemple, prenne appui sur cette expérience d'une protection sociale à entre 30 et 40 $ par an pour un ouvrier, pour chaque ouvrier, pas la famille, l'ouvrier. La famille, c'est un peu plus cher. Donc oui, ça correspondait parfaitement pour Auchan. C'était extrêmement motivant. Pour une autre entreprise qui sera peut-être par exemple dans le luxe, on peut comprendre qu'il y ait plus de logique à travailler sur quelque chose qui incarne mieux l'entreprise. Sans justifier le fait qu'effectivement, certains budgets de mécénat étaient trop élevés sur des fondations artistiques. Le mécénat social est moins visible pour les entreprises. Ça dépend. Par exemple, pour cette entreprise dans laquelle je travaillais, Auchan, c'était auprès des quartiers. Dans les quartiers, c'était très visible dans les quartiers, c'était très logique. Les chefs de rayon, les employés avaient une vraie fierté à amener leur petite association en disant les jeunes, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela, etc. Et donc, c'était visible. C'était visible au local. Bonne journée à tous et merci surtout à Marie-Hélène qui nous a fait un bon portrait. Merci de votre indulgence.